Diane Auger, née le 21 février 1958, Diane Louise Auger a passé la plupart de ses années à vivre une vie assez ordinaire en Floride. Mère au foyer de 3 enfants dans les années 70 et au début des années 80, Diane a finalement été diagnostiquée avec un trouble bipolaire, ce qui a fait dérailler sa vie hors de son contrôle. Suite à la suppression de la garde de ses enfants en 1988 et à un divorce de leur père en 1991, Diane a commencé à plonger dans le monde sombre de l'abus de drogues et d'alcool, négligeant souvent de prendre les médicaments qui l'aideraient avec son trouble. Au cours des années suivantes, elle a été arrêtée pour des délits mineurs. Selon sa mère, elle a été placée en garde à vue au moins 32 fois en vertu de la loi Baker de Floride, qui permet à un juge, un officier de police ou à un médecin de déterminer si une personne nécessite un examen médical involontaire. Elle avait également tendance à se lier d'amitié avec les mauvaises personnes et avait tendance à faire confiance à tout le monde qu'elle rencontrait, et on pouvait souvent la voir parler toute seule. Cette combinaison de maladie mentale et de nature confiante pourrait finalement être ce qui a conduit à la disparition de la quarantenaire en 1998. Au moment de sa disparition, on pensait que Diane séjournait temporairement chez sa sœur Deborah à Hudson. Elle a été vue quittant cette résidence partagée à Hudson le 10 avril. Un jour plus tard, un témoin a vu Diane marcher vers le nord sur la US 19 près de l'avenue New York à Hudson. Elle n'a jamais été revue. Avançons de quelques jours jusqu'au 13 avril et la mère de Diane, Mildred Young, est rentrée chez elle pour découvrir un message vocal glaçant de sa fille, où elle a entendu Diane dire « Aidez-moi ! Aidez-moi ! Laissez-moi sortir !» Il y avait aussi un bruit cohérent avec une bagarre en cours et quelqu'un essayant de prendre le téléphone. Diane a ensuite crié « Hé, donne-moi ça !» avant que l'appel ne se termine. En vérifiant l'identifiant de l'appelant, Mildred a été dirigée vers une entreprise appelée Starlight dans la région d'Odessa. Mais quand elle a rappelé le numéro, ça a sonné sans réponse. Lorsque la police a enquêté plus tard, 6 établissements nommés Starlight ont été localisés dans un rayon de 45 miles. Cependant, aucun d'entre eux n'était spécifiquement à Odessa. Les détectives de fauteuil se sont demandé si peut-être Starlight était le nom de la société à responsabilité limitée, mais pas de l'entreprise locale. À ce stade de l'histoire tragique de Diane, beaucoup se sont posé la question « Pourquoi Mildred n'a-t-elle pas immédiatement contacté la police ?» C'est une question raisonnable à poser et personne n'a de réponse directe, bien que les détectives en ligne aient suggéré que peut-être Mildred était simplement habituée à ce que sa fille se mette dans des ennuis légers en raison du fait regrettable qu'elle ne prenait tout simplement pas souvent ses médicaments. C'était peut-être un comportement quelque peu habituel. 2 semaines avant sa disparition, Diane avait passé plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique. Mildred et les autres membres de la famille de Diane sont d'accord pour dire que cette femme de 40 ans n'aurait jamais dû être libérée, affirmant qu'elle avait besoin de soins institutionnalisés. Plusieurs jours plus tard, le 15 avril, le bout de doigt coupé de Diane a été retrouvé au bord de la route aux États-Unis. Dans le quartier de 19 New York Avenue, le même endroit où elle avait été vue le 11 avril, l'ongle arborait la même couleur corail que Diane portait la dernière fois qu'elle a été vue, et le bout de doigt était spécifiquement son majeur droit, juste au-dessus de la première phalange. Il a d'abord été trouvé par une femme, mais elle a supposé que c'était juste une farce et l'a laissé. Cependant, après en avoir parlé à son petit ami cette nuit-là, il a craint que ce soit peut-être réel et ils sont allés le chercher le lendemain. Selon les rapports, les 2 moitiés du couple ont décrit le bout du doigt différemment, amenant la police à se demander s'il y avait plusieurs bouts de doigts le long de la route, mais ils n'en ont jamais trouvé qu'un seul. L'empreinte digitale de ce doigt coupé correspondait au casier judiciaire de Diane. De plus, à un moment donné, entre le 10 et le 18 avril, la maison de Diane a été cambriolée. On ne sait pas si cela a été fait en lien avec sa disparition ou si c'était des adolescents locaux qui savaient dire que la maison était vide. 2 semaines plus tard, un sac contenant des vêtements soigneusement pliés de Diane a été trouvé dans le congélateur extérieur d'une épicerie où sa sœur Deborah travaillait à Odessa. Il y avait des rapports contradictoires sur le fait que Deborah ait trouvé le sac elle-même, mais la plupart des rapports indiquent que son patron l'a trouvé et l'a ensuite contacté. Comme Diane était une cliente régulière, le gérant du magasin était familier avec les vêtements et les circonstances bizarres entourant la disparition de la quarantenaire. Deborah a reconnu les vêtements comme appartenant à sa sœur car elle venait récemment de lui donner ses articles.
Le congélateur avait été vérifié 3 semaines avant la découverte des vêtements à l'intérieur. En 2000, un journal de Floride appelé le St. Petersburg Times a publié un article sur Diane. Un jour plus tard, un sac en plastique transparent Ziploc a été trouvé par la petite amie du frère de Diane, une femme nommée Terry qui était allée à son magasin de proximité Circle K local pour boire et acheter des cigarettes. On ne sait pas combien de temps le sac en plastique était là, mais le mot Diane avait été griffonné sur le devant avec un marqueur noir et il contenait un rouge à lèvres rose, un eyeliner noir, du parfum Taboo et un tube de dentifrice générique. Ce dernier ayant été identifié comme celui qui avait été donné à Diane par l'établissement psychiatrique lorsqu'elle a été libérée. Bien que Mildred Young ait confirmé que les affaires dans le sac ressemblaient à celles que sa fille aurait pu avoir, il n'a pas pu être prouvé de manière concluante par les forces de l'ordre qu'elles appartenaient à Diane. Il y a beaucoup de débats autour du sac en plastique Ziploc, de nombreux détectives en ligne notant le timing coïncident de sa découverte, puisqu'il a été trouvé juste un jour après qu'un journal local ait à nouveau rapporté l'histoire, gagnant un certain élan. Beaucoup pensent que la famille a placé le sac là pour essayer d'attirer plus d'attention sur l'affaire, mais il n'y a aucune preuve de cela. D'autres ont proposé que le sac était à Diane et qu'elle l'avait depuis qu'elle avait quitté l'hôpital psychiatrique. Le sac, et le fait que son nom était écrit dessus au marqueur, ressemblent au genre de choses que l'on emporte des hôpitaux. Cependant, après 2000, le cas de Diane devient largement froid. Entre le 11 et le 14 avril 1998, des témoins ont placé la quarantenaire au Coral Sands Motel qui était géré à l'époque par un homme nommé Gary Ever et sa petite amie. 3 ans plus tard, en 2001, Gary a été accusé de meurtre après avoir prétendument tiré et tué un homme qu'il pensait lui avoir volé. Les vrais voleurs ont été attrapés et accusés plus tard. Bien que Gary n'ait pas de casier judiciaire en Floride, les forces de l'ordre soupçonnent qu'il aurait pu être impliqué dans la disparition de Diane, mais il n'y a aucune preuve pour porter des accusations contre lui. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de Diane, plusieurs témoignages ont été signalés sur le réseau d'eau. Le 10 avril, un barman au Hayloft, une taverne à Little Road et State Road 52, croit avoir vu et servi Diane ce jour-là. Mais il l'a coupée quand elle a commencé à agir de manière étrange et à marcher en rond. Comme Diane n'avait pas de voiture, on croit généralement qu'elle y est allée soit avec des amis, soit en faisant de l'autostop. Le 13e, le même jour où Diane a laissé un message vocal inquiétant à sa mère, une serveuse à l'auberge sur le golfe à Hudson prétend avoir vu la quarantenaire déjeuner. Les théories sur ce qui est arrivé à Diane sont rares. Les forces de l'ordre pensent qu'elle a été victime d'un acte criminel, bien que d'autres se demandent si peut-être Diane n'a pas perdu son bout de doigt dans une mutilation malveillante, mais peut-être dans la porte d'une voiture qui se referme ou un autre accident tragique. Certains spéculateurs en ligne ont également proposé l'idée que peut-être Diane a décidé de partir et de recommencer, et donc elle a mis en scène sa propre disparition ou suicide. Mais si c'est vraiment le cas, l'auto-amputation d'un doigt semble extrêmement sévère. Si elle est toujours en vie, Diane a 62 ans et il lui manque son majeur droit. Sa disparition reste non résolue. Faith Hedgepeth. Faith Hedgepeth est née le 26 septembre 1992 dans le comté de Warren de Connie et Roland Hedgepeth, qui ont divorcé dans la première année où leur deuxième enfant est entré dans le monde. Faith était membre de la tribu amérindienne Haliwa Saponi et avait une sœur qui avait 18 ans de plus qu'elle. En grandissant, Faith vivait avec sa mère et sa grande sœur, Rolanda, qui agissait essentiellement comme une seconde mère pour elle. Tout au long de sa scolarité, Faith était une élève d'honneur, une pom-pom girl et membre de plusieurs clubs et activités. Elle était intelligente, populaire et amicale et travaillait dur pour obtenir une bourse d'études. Elle envisageait de se lancer dans une carrière d'enseignante ou de pédiatre et espérait être la première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire. En 2012, Faith était en 3e année de licence à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Au moment de sa mort en septembre, la jeune femme de 19 ans séjournait temporairement dans un appartement d'une chambre hors campus à Hawthorne, entre Chapel Hill et Durham.
Elle vivait avec une autre étudiante, Karina, qu'elle connaissait depuis sa première année, mais prévoyait de déménager seule lorsque son aide financière serait accordée. Pendant une certaine période de son séjour, Karina avait aussi son petit ami qui vivait avec elle. Eric Jones était extrêmement violent et agressait souvent sa petite amie. Finalement, Karina a mis fin à la relation et il a déménagé. Mais ce n'était pas la dernière fois que les jeunes femmes verraient Eric. Au début de 2012, juste quelques mois avant la mort de Faith, Eric a tenté de s'introduire dans l'appartement 2 fois. Il aurait également ressenti du ressentiment envers Faith pour son influence sur Karina et lors d'un appel téléphonique avec elle, il a menacé de la tuer s'il ne pouvait pas se remettre avec son ex-petite amie. Dans la nuit du 6 septembre 2012, après avoir passé un certain temps à la bibliothèque, Karina et Faith sont rentrées à l'appartement, puis sont ressorties à nouveau à 12h30 du matin, pour aller en boîte de nuit appelée The Thrill. Le club était apparemment ouvert aux moins de 21 ans qui voulaient danser. Le couple est arrivé à minuit 40 et après environ 1h30 de danse, ils sont partis car Karina a dit qu'elle avait mal au ventre et se sentait malade. Les 2 femmes ont quitté le club juste après 2h du matin. Vers 3h du matin, une femme qui vivait sous l'appartement partagé et qui était éveillée et regardait la télévision a noté avoir entendu 3 bruits sourds, comme si des meubles étaient renversés ou un sac lourd était tombé. À ce moment-là, le Facebook de Faith a été consulté. Puis, à 3h40 du matin, un texto a été envoyé depuis le téléphone de Faith à l'un des ex-petits amis de Karina, un homme nommé Brandon Edwards. Il disait « Hey B, peux-tu venir s'il te plaît ?» Rosaria, le nom de famille de Karina, n'a plus besoin de toi. Tu sais, s'il te plaît, fais-lui savoir que tu te soucies d'elle. Un autre texte a été envoyé 3 minutes après. Il disait simplement « Van » et on pense que c'était une correction orthographique du mot « aha » dans le texte précédent. À 4h16 du matin, Brandon a répondu au texte demandant qui les envoyait. Pendant ce temps, les relevés téléphoniques de Karina montrent qu'elle a essayé d'appeler Brandon à ce moment-là, mais il n'a pas répondu. Elle a ensuite appelé un joueur de football qu'elle connaissait, Jordan McCrary, qui est venu la chercher à l'appartement vers 4h25 du matin. Selon Karina, elle a laissé Faith endormie dans la chambre et a laissé la porte de l'appartement déverrouillée. On ne sait pas exactement pourquoi elle a fait cela, étant donné qu'il y a quelques mois à peine, son ex-petit ami abusif essayait d'entrer dans l'appartement. Karina et Jordan se sont rendus chez une connaissance, arrivant juste après 4h30 du matin. 6 heures plus tard, à 10h30 du matin, elle a décidé d'essayer de rentrer chez elle. Elle a appelé Faith, mais sans réponse. Alors à la place, elle a appelé un ami qui est venu chercher Karina juste avant 11h du matin. De retour chez eux, Karina et Butcha, son amie, appelèrent Faith en entrant. Quand elle n'a pas répondu, ils ont traversé la pièce jusqu'à la chambre où ils l'ont trouvée ensanglantée, enveloppée dans une couverture et nue de la taille vers le bas. Elle était face vers le haut et pendait à moitié hors du lit. Il y a beaucoup de spéculations sur l'appel au 911 fait par Karina à ce moment-là. Certains détectives en ligne et même quelques journalistes croient que la voix à l'autre bout de la ligne n'est pas du tout celle de Karina, mais celle de son amie qui a donné le nom de Karina au lieu du sien pour des raisons inconnues. D'autres se sont demandé pourquoi les 2 jeunes femmes ont décidé de rester dans l'appartement après avoir fait une découverte aussi horrifiante et sachant qu'un agresseur venait de partir il n'y a pas longtemps. On note également que Karina semble très réticente à vérifier si Faith est réellement encore en vie ou non. Un voisin interrogé par Crime Watch Daily a noté qu'il était choqué lorsqu'il a découvert qu'un meurtre avait eu lieu dans l'appartement. Et quand elle a vu les filles quitter la maison, l'amie de Karina pleurait, mais Karina elle-même était au téléphone et semblait calme. Faith avait été battue à mort, spécifiquement avec une bouteille de rhum Bacardi. La bouteille était intacte. Du sperme a été trouvé sur les lieux, bien qu'il soit difficile de dire si Faith a été agressée sexuellement ou non, car la majorité des rapports, et même la police elle-même, sont flous à ce sujet. La sœur aînée de Faith, Rolanda, a déclaré à Crime Watch Daily, je cite, « Je ne suis pas tout à fait sûre de savoir pourquoi ils ne disent pas exactement qu'elle a été violée. Il est possible que le sperme trouvé sur les lieux provienne de quelqu'un avec qui Faith avait eu des rapports sexuels consentis. Mais si c'est le cas, pourquoi cette personne ne s'est-elle pas manifestée ? Certains détectives en ligne ont spéculé que le sperme était une sorte de fausse piste, car l'enquête semble quelque peu stagnante jusqu'à ce que la police ait une correspondance. Mais le sperme correspond à d'autres échantillons d'acide désoxyribonucléique trouvés autour de l'appartement.
Bien sûr, le premier suspect dans l'affaire de Faith était l'ex-petit ami de Karina, Eric Jones. Étant donné son passé violent et le fait qu'il avait menacé la jeune femme, il semblait probable qu'il était responsable de sa disparition. La nuit avant le meurtre, il avait envoyé un message à une connaissance vers 6 heures du soir. Demandant pardon, je cite, pour tout ce que je suis sur le point de faire. Il l'a aussi tweeté. 3 jours plus tard, il a publié un statut sur Facebook qui disait, je cite, « Cher Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés et les péchés que je pourrais commettre aujourd'hui. Protège-moi des filles qui ne me méritent pas et de celles qui souhaitent ma mort aujourd'hui. » Tout cela combiné semble très inquiétant. Cependant, l'acide désoxyribonucléique d'Eric ne correspondait pas au sperme ou à d'autres échantillons trouvés dans l'appartement. Selon les rapports, Brandon Edwards, ainsi que plusieurs autres hommes du nightclub qui avaient été vus avec les jeunes femmes, ont également subi des tests acide désoxyribonucléique, mais aucun d'eux ne correspondait aux échantillons de la scène de crime. Quelques jours après l'horrible crime, le conseil d'administration de l'université, la section locale de Crime Stoppers, le complexe d'appartements et la tribu Alawa Saponi avaient réuni $29 000 de récompense pour quiconque pourrait conduire la police à une arrestation. La police espérait que cela encouragerait les gens à parler, surtout compte tenu de leurs propres ressources limitées. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. 2 mois plus tard, le gouverneur de la Caroline du Nord a ajouté $10 000 supplémentaires à la récompense. Mais cela n'a toujours pas incité à obtenir des réponses. L'enquête sur le passage brutal et injuste de Faith par la police de Chapel Hill a été gardée sous haute surveillance. Pendant plusieurs années, les preuves et les dossiers ont été scellés aux journalistes et même à la famille. Cela a conduit à beaucoup de controverses dans l'affaire, de nombreux journalistes et même le journal étudiant local pensant que la police essayait de couvrir d'énormes erreurs dans l'enquête initiale. Cela a été davantage crédibilisé quand, en avril 2014, une journaliste nommée Chelsea Dulany a pris sur elle de parler aux voisins et aux habitants pour découvrir ce qu'ils savaient. 2 voisins sauraient ça en dit qu'elle que, bien que la police ait bouclé le bloc de 4 unités avec du ruban de scène de crime, ils n'ont fouillé que l'appartement de Faith et celui de personne d'autre. Ils ont également négligé d'explorer les bois derrière les appartements. Les autorités ne sont ensuite revenues qu'une seule fois pour enquêter sur un autre appartement. Il semblerait que la police n'ait pas interrogé le voisinage ni sécurisé le véhicule de Faith pendant la perquisition de son logement. Dulany a également parlé au propriétaire d'une entreprise de remorquage qui avait le contrat pour le parking de Thrill. Il avait une caméra de surveillance en place, mais la police n'a pas demandé à la voir pendant des mois après le meurtre et à ce moment-là, les images avaient déjà été enregistrées par-dessus. Pendant les premières années de l'enquête, il y a eu beaucoup d'échanges entre le journal étudiant de l'université de Faith, d'autres journaux locaux et les autorités concernant la divulgation des informations qu'ils avaient. Encore et encore, les habitants ont demandé à ce que les informations soient divulguées, mais à chaque fois, un juge scellait à nouveau les documents de l'enquête pour 1, 2 ou 3 mois supplémentaires. En janvier 2013, la police a annoncé que l'acide désoxyribonucléique qu'ils avaient retrouvé sur les lieux du crime appartenait à un homme. Le Federal Bureau of Investigation a ensuite créé un profil. Il pensait donc que l'homme non identifié avait probablement vécu près d'elle par le passé, avait manifesté un intérêt pour elle et aurait changé son comportement depuis le crime, s'intéressant probablement de manière excessive et inhabituelle à l'affaire. En septembre 2013, les dossiers étaient toujours scellés. Le PD de Chapel Hill a demandé l'aide du bureau d'investigation de l'État de Caroline du Nord, qui a apporté son soutien dans les premiers jours de l'enquête. En mars 2014, le Daily Tar Heel, qui était le journal des étudiants de l'Université de Caroline du Nord, s'est associé à d'autres entreprises de presse locales pour s'opposer à la motion du procureur du district visant à prolonger le scellé sur les dossiers pour 60 jours supplémentaires. Le DA a soutenu que l'enquête serait entravée si les dossiers étaient divulgués, et donc ils sont restés scellés. Finalement, en juillet 2014, les dossiers ont été divulgués. Quelques mois plus tard, le rapport d'autopsie de Faith a été publié confirmant qu'elle était décédée des suites d'un traumatisme contondant. Elle avait de nombreuses coupures et contusions, des blessures aux mains et du sang sous les ongles, suggérant qu'elle avait livré un combat acharné contre son agresseur. L'un des indices les plus étranges trouvés sur les lieux du crime, cependant, était une note bizarre laissée près du corps de Faith sur le lit. Il était écrit « Je ne suis pas stupide, salope. Jaloux. » Il semblait être écrit au stylo à billes sur un sac en papier blanc comme ceux utilisés pour les plats à emporter.
On pense que le sac pourrait provenir de Time Out, un restaurant populaire ouvert 24 heures sur 24 à Chapel Hill, qui aurait été le seul endroit ouvert au moment où Karina et Faith ont quitté le club. Le stylo utilisé pour écrire cette note avait sur lui le même acide désoxyribonucléique que ces autres échantillons trouvés autour de l'appartement. Bien que les enquêteurs n'aient pas analysé l'écriture, Crime Watch Daily a engagé Peggy Waller pour examiner les preuves. Comme le papier était exempt de sang, il a été écrit soit avant que l'homicide ait lieu, soit quelque part en dehors de la chambre. La note a peut-être été écrite avec la main non dominante de quelqu'un dans le but de dissimuler son propre script, et la personne qui l'a écrite était particulièrement agitée. Les journalistes et les détectives amateurs ont tous deux spéculé sur d'autres théories. L'écriture était-elle destinée à être lue dans un ordre différent ? Par exemple, « Je ne suis pas jaloux, stupide garce » a plus de sens, ou peut-être y avait-il plusieurs auteurs. D'autres se sont également demandé si le sac à emporter n'était pas peut-être utilisé pour écrire des notes entre deux personnes, peut-être pendant que l'une d'elles était au téléphone. Il a également été suggéré que peut-être la note était un leurre. Pourquoi le tueur laisserait-il une note comme celle-là ? Cela semble mettre des preuves contre eux-mêmes, ce qui semble plutôt redondant. De plus, au moment où la note a été laissée, Faith était déjà décédée. Alors, quel était l'intérêt de la laisser derrière ? Puis, un autre élément de preuve stupéfiant a été révélé. On rapporte que Faith était bien connue de ses amis pour appeler des gens par erreur, et cela s'est produit la nuit de son meurtre. L'ami n'a pas répondu, donc un message vocal a été laissé. Il est extrêmement difficile de comprendre quoi que ce soit sur le message vocal, mais on peut entendre Faith aux côtés d'au moins un homme et une autre femme. Le message a été laissé à 1h23 du matin, le 7 septembre. À ce moment-là, Faith et Karina auraient été en boîte de nuit. Crime Watch Daily a engagé un expert audio nommé Arlo West pour essayer d'améliorer l'enregistrement afin de rendre le dialogue compréhensible. Dans cette optique, les conclusions d'Arlo ont reçu une réaction mitigée. Certains pensent qu'il est sur une piste, alors que d'autres ont essayé de le discréditer. Selon Arlo, il peut entendre Faith crier et pleurer dans certaines sections du message vocal, à un moment disant « lâche-moi », tandis qu'à un autre moment, un homme dit « je pense qu'elle est en train de mourir ». Et une voix féminine dit « fais-le quand même ». Il croit aussi entendre les noms Rosie et Eric, Rosie étant un surnom pour Karina Rosario. On croit qu'une autre voix masculine dit « jette-le simplement dans la rivière » et mentionne du ruban adhésif. Arlo pense que sur l'enregistrement, il y a plusieurs hommes et 2 femmes, l'une d'elles étant Faith. Son propre père croit que c'est sa voix qui crie sur la messagerie vocale. Alors que certaines personnes pensent qu'il s'agissait d'une bagarre survenue dans le club, Arlo West n'est pas d'accord, affirmant qu'il pense qu'il s'agissait d'un enregistrement de Faith se faisant attaquer chez elle. Il a envoyé à la police de Chapel Hill l'enregistrement ainsi que sa transcription, mais les autorités ne savent pas quoi en penser, étant donné qu'elle situe la mort de Faith vers 4 heures du matin. Arlo, cependant, a souligné qu'il y avait un bug sur les iPhones qui faisait parfois apparaître les messages vocaux avec 3 heures de retard. En septembre 2016, la police a révélé une image générée par Parabon Nanolabs, une entreprise de tests génétiques en Virginie. L'image était celle de ce à quoi le suspect pourrait ressembler en fonction de son profil acide désoxyribonucléique. Le suspect est décrit comme ayant une forte ascendance mixte amérindienne et européenne ou peut-être latino. La plupart des marqueurs génétiques indiquaient une ascendance mexicaine et colombienne, les autres pays sud-américains ou africains constituant le reste. Avec plus de 85% de confiance, on pense que le suspect aurait un teint olive, avec quelques taches de rousseur ou aucune, et des cheveux noirs. Les autorités pensent que le meurtre de Faith n'était pas un crime de circonstance, mais qu'il a été commis par quelqu'un de son groupe social. Sur les 2000 personnes interrogées par les autorités, 750 ont eu des échantillons d'acide désoxyribonucléique prélevés. En cartographiant les relations entre chacun et entre eux et Faith, la police a réduit son groupe de suspects de 1000 à 10 personnes. Un journaliste du News Observer qui a été extrêmement vocal sur l'affaire, Tom Gasparoli, a déclaré en 2017 qu'il croyait que le tueur était probablement juste en dehors du groupe social de Faith, sinon les enquêteurs sauraient qui c'est maintenant. Peut-être que le tueur agissait par colère suite à un grief que la jeune femme de 19 ans a causé à quelqu'un d'autre proche d'elle. La théorie la plus courante dans l'affaire de Faith est que Karina est celle qui l'a tuée.
Jordan a peut-être fourni un alibi pour elle, mais beaucoup soulignent son comportement suspect de laisser la porte déverrouillée et la façon dont elle s'est comportée au téléphone comme des indicateurs qu'elle en sait plus qu'elle ne le laisse entendre. Il semble également à certains que Faith a été tuée dans une sorte d'accès de rage et que le tueur a utilisé tout ce qui était à portée de main, dans ce cas une bouteille d'alcool. Des détectives en ligne ont suggéré que le duo s'est disputé cette nuit-là et que Karina a accidentellement ou intentionnellement tué Faith et que peut-être Karina était jalouse de son amie. D'autres ont proposé la théorie que l'ex-petit ami de Karina, Brandon Edwards, avait une sorte de liaison ou de sentiment pour Faith et que Faith les a réciproqués, ce qui a conduit à une dispute entre les deux colocataires. Peut-être que l'accès au compte Facebook de Faith était Karina vérifiant ses messages pour ceux de Brandon. Il est largement cru que Karina Rosario et Eric Jones ont supprimé leur plateforme de médias sociaux peu de temps après la mort de Faith, mais de nombreux rapports ne commandent pas cet aspect de l'histoire. Quoi qu'il en soit, Karina a quitté la Caroline du Nord depuis le meurtre. Et bien qu'elle ait apparemment coopéré avec la police, elle refuse de parler avec les intervieweurs et les journalistes. Eric est très similaire, refusant souvent de parler avec les reporters. Bien qu'à ce stade de l'affaire, il n'y ait pas de personnes d'intérêt ou de suspects connus du public, la police est extrêmement confiante qu'avec l'homicide de Faith, ce n'est pas une question de si le tueur sera attrapé, mais simplement une question de quand. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, soyez vigilants, prudents et à la prochaine.